Merci Jean-Marie. Bonjour à toutes et à tous. Merci également Edouard Barbe pour l'invitation à présenter cet aspect également important, complémentaire sur la question de la transition énergétique et de la lutte contre le changement climatique. Donc je vais vous présenter le solaire photovoltaïque donc sur une perspective de la recherche d'une source d'énergie permettant d'assurer une partie des besoins énergétiques pour le futur. Alors, je vais commencer par relire une fable de La Fontaine en lui changeant la morale. En fait, La Fontaine nous parlait aussi d'énergie, énergie solaire, puisque de la biomasse. Et ce qui montre clairement, c'est que finalement, ce qui est important pour pouvoir vivre et survivre, c'est non seulement d'avoir de l'énergie, bien sûr, mais également d'avoir les moyens de l'utiliser. Et donc, en fait, avoir une source d'énergie, c'est le premier critère. Et le deuxième critère, c'est développer des technologies adaptées pour l'utiliser. Donc, savoir s'adapter. Et je vais centrer tout mon exposé sur ce dialogue entre à la fois la ressource et les moyens. La ressource, elle est connue, elle est quantifiée, elle est donnée tout simplement au niveau extérieur de l'atmosphère. C'est l'équivalent, le Soleil se comporte comme un corps noir autour de 6000 degrés C. Et en fait, ce qui est important, c'est qu'il donne son pic dans de la lumière visible, autour de 0,5 microns, et que la puissance que nous avons juste à l'extérieur de l'atmosphère est de 1360 watts, quelques variations par mètre carré. Donc finalement, si on regarde les équivalences énergétiques, et il faut parler d'énergie et d'équivalence énergétique, en fait, en un an, il y a pratiquement 11 mégawattheures qui sont reçus par un mètre carré hors atmosphère, ce qui correspond en fait à 1 tonne équivalent pétrole. Au niveau du sol, cette puissance de référence diminue, elle passe autour de 1000 watts par mètre carré, due à l'absorption, la réflexion, etc. Et en fait, il y a environ 1 gigawatt qui arrive par mètre carré, par kilomètre carré, excusez-moi, quand il fait beau, sur tout endroit de la Terre illuminé de cette façon. Alors cette ressource énergétique, ce qui est quand même très important, elle a beau être intermittente, difficile, elle existe. Et la première chose quand on cherche de l'énergie, c'est d'abord de savoir où il y en a et les critères par lesquels on peut l'utiliser. Et quand on regarde ce type de carte, on se rend compte finalement que la puissance dont on a parlé juste avant, de l'ordre de 100 000 terawatts qui arrivent du solaire, en fait, cette puissance se répartit entre presque 300 watts par mètre carré, 300 watts par mètre carré et à certains endroits, et va descendre autour de 90 watts. Ce qui représente en fait pratiquement 7000 fois la puissance moyenne consommée par l'humanité par an. Si on redescend d'un cran à nouveau, et je crois que c'est un point important sur ces questions énergétiques, c'est de redescendre à chaque fois sur la ressource, son analyse au plus près des conditions de son utilisation. Il existe également des cartes très détaillées qui montrent par exemple qu'autour de Paris, c'est environ 1,3 mégawattheures par mètre carré et par an qui sont reçus. Et à partir de là, on peut finalement travailler sur comment va-t-on faire pour exploiter cette énergie et la transformer. Et pour cela, il existe un mécanisme fondamental qui est aussi à l'origine de la photosynthèse, qui est la conversion photovoltaïque. À la base de la photosynthèse, il existe ce phénomène de conversion photovoltaïque. Je vais revenir sur ce qui se passe quand un photon interagit avec de la matière, avec son énergie, son quantum ici, h nu. Eh bien, ce qu'il fait, c'est qu'il interagit avec des électrons, et ces électrons sont excités. Qu'est-ce que ça veut dire ? L'énergie électromagnétique est immédiatement capté par l'électron sous forme d'énergie électrique. Il change de potentiel, il est placé à un potentiel plus négatif. Et l'énergie correspond à moins QV, qui correspond exactement à l'énergie du photon. Et c'est ce qui se passe dans tous les matériaux qui absorbent la lumière. C'est grâce à ce phénomène fondamental que finalement, la lumière, les photons sont arrêtés. Mais ce qui se passe, c'est que ce photon excité revient à l'équilibre finalement extrêmement rapidement, en donnant de la chaleur, en interagissant avec les phonons du réseau, etc. Et cette chaleur, effectivement, c'est la façon standard, disons, de transformation directe d'énergie électromagnétique en énergie calorique. Maintenant, il existe des matériaux dans lesquels il existe un gap d'énergie, ce sont les fameux semi-conducteurs. Ce gap d'énergie ici fait que l'électron qui est excité, il a plus de mal à redescendre. Donc ça veut dire que finalement, il reste plus longtemps sous forme d'énergie électrique.
Et une fois qu'il est sous cette forme d'énergie électrique, ben finalement, on peut imaginer d'essayer de le capter dans des circuits extérieurs. Et la nature l'a très bien fait, parce qu'un système qui possède ce genre de choses, c'est tout simplement les molécules, et notamment la chlorophylle. Donc, quand on excite l'électron ici, eh bien, finalement, il a du mal à revenir à la place, et finalement, il va souvent réémettre un photon. Ou, s'il a en face de lui un système dans lequel il y a un liquide qu'il contacte, il peut se transférer ses électrons et ses trous directement pour faire des réactions électrochimiques. Donc vous voyez finalement que le phénomène naturel, c'est des molécules, c'est des cellules photovoltaïques couplées à des transformations électrochimiques à l'échelle moléculaire. L'homme a mis énormément de temps avant d'apprendre ces notions de niveau d'énergie, et finalement il a fallu attendre le 1800 avec Volta, tous les travaux sur montrer que l'énergie était quantifiée, qu'il y avait des niveaux différents. Et finalement, la découverte du photovoltaïque s'est faite très vite après Volta. Autour de 1939, eh bien, le père d'Henri Becquerel, encore un grand de l'énergie, Edmond Becquerel, a découvert la conversion photovoltaïque. Et le point important, c'est que cette conversion photovoltaïque a été faite grâce au développement des semi-conducteurs, qui sont des matériaux qui possèdent justement cette bande interdite nécessaire et qui en plus sont de très grande qualité. Et la particularité, c'est que à l'interface dans ces matériaux, il y a un champ électrique très élevé qui permet de séparer ce qu'on appelle les paires électrons-trous et donc de faire une cellule solaire. Et donc les cellules solaires, finalement, c'est la façon dont l'humanité, dont l'homme, dans ces technologies, a été capable de faire, avec des matériaux adaptés, ce que faisait la nature dans la photosynthèse. Il a fallu énormément de temps pour que cette énergie, que ce phénomène mis en 1839, finalement, devienne opérationnel sur le plan technologique. Il a fallu attendre, finalement, le développement de l'électronique à semi-conducteurs en 1954, avec des travaux, et vous voyez ici la montée du rendement extrêmement rapide, autour de 13%, et ensuite, regardez au cours du temps, les gains et les progressions issus de la recherche, aujourd'hui, pour donner des cellules qui sont à 25,6% de rangement, c'est-à-dire 25,6% de l'énergie des 1000 watts qui arrivent par mètre carré sont transformés en 256 watts. Et par ailleurs, ça c'est les cellules records, vous avez les moyennes des modules ici, qui sont les modules qu'on utilise, qui suivent derrière, qui voient moins les effets de saut, mais ces modules aujourd'hui sont des modules qui, en moyenne, sont autour de 15,8%, avec des meilleurs modules ici autour de 21-22%. Donc vous voyez la façon dont ça a été une longue histoire, finalement, le passage, la maîtrise progressive de cette énergie. Très rapidement, les applications industrielles ont été très fortes. Vous voyez que dès 1958, les premiers satellites étaient déjà avec des cellules silicium. La petite cellule est ici. Et puis, si on continue, on s'aperçoit que finalement, le photovoltaïque a accompagné la conquête spatiale et s'est même posé sur une comète. Tout cela a été obtenu grâce à des progrès considérables faits sur l'architecture, les technologies des matériaux. Et voici un article qui montre comment les photons sont de façon extrêmement, pratiquement à 100%, convertis en électrons, ce qu'on appelle la conversion un photon donne un électron, qui est exactement le cas idéal. Pour obtenir ce genre de choses, il a fallu développer énormément de technologies qui sont basées sur ce qu'on appelle des plaquettes de silicium, ici du silicium cristallin de type N, et sur lequel vous voyez que s'est développé des cellules, des couches minces, des passivations et des contacts qui sont tous en face arrière pour éviter finalement des pertes par réflexion. Donc on est vraiment dans une évolution technologique qui doit beaucoup à l'électronique et à la microélectronique. Vous voyez aujourd'hui des panneaux qui sont des panneaux autour de 22% de rendement et caractérisés par finalement leur couleur très noire. Maintenant, ça c'est la partie technologique. Comment s'insère aujourd'hui le photovoltaïque dans le secteur de l'énergie ? Eh bien, il y a une croissance qui est très importante. Il y a eu de grandes politiques, et j'en parlerai peu, mais de soutien volontariste qui ont été faits en Allemagne, au Japon, en France à partir de 2006. Et regardez la croissance exponentielle. En quelques années, le photovoltaïque est passé de l'épaisseur du trait à aujourd'hui pratiquement 200 gigawatts installés dans le monde. 50 gigawatts sont installés chaque année, pratiquement 1 gigawatt en France. Et donc c'est une énergie qui finalement progresse à toute vitesse. Les pays principaux développant cette énergie sont aujourd'hui la Chine, avec 10,6 gigawatts installés en 2014. Vous voyez l'Inde qui apparaît, qui compte installer 100 gigawatts
en 2022. Et vous voyez la France ici en 6e position à partir de 0,9 gigawatts et puis qui en cumulé finalement arrive aujourd'hui autour de 6 gigawatts. En Allemagne, ce sont pratiquement 38 gigawatts qui sont installés de photovoltaïque. L'électricité photovoltaïque, et c'est pour ça qu'il y a un message d'espoir très important pour la COP21, c'est qu'en fait, en quelques années, la part de l'électricité photovoltaïque dans de nombreux pays est montée autour de 7%. Connaît-on un mode de production électrique qui est allé aussi vite dans l'insertion au niveau des réseaux? Et vous voyez aujourd'hui, la France a dépassé, est autour de 1,2-1,3%. Tout cela n'aurait pas été possible s'il n'y avait pas eu, en parallèle avec les efforts des labos de recherche, des cellules records, comme on dit, un travail énorme qui a été fait sur l'abaissement des coûts de production et des coûts, finalement, du kilowattheure photovoltaïque. Ce qui est étonnant, c'est qu'à partir du moment où une industrie démarre, elle est caractérisée, c'est les écrans plats, n'importe toutes les industries, c'est ce qu'on appelle des facteurs d'échelle. C'est-à-dire que vous avez une technologie, cette technologie commence à embrayer sur le plan industriel et chaque fois que la production cumulée double, etc., on a un facteur de réduction des coûts. Il est de 22% pour le photovoltaïque. Et vous voyez, ce qui est surprenant, c'est que depuis 2016, c'était pour le spatial, vous voyez qu'ici, on rentre à partir de 2000. Ici, il se passe des choses intéressantes sur le passage à une industrie autonome de production de silicium. Et vous voyez que finalement, on suit cette courbe. Et aujourd'hui, le photovoltaïque, les modules solaires sont autour de 0,7 $ du watt. Et on prévoit une descente de ces modules autour de 0,3. Donc, quelles sont et c'est des courbes reprises par l'AIE. La particularité du photovoltaïque, c'est qu'en fait, vous avez donc aujourd'hui des coûts de l'électricité qui peuvent aller entre 0,7 jusqu'à 0,12, 0,13, disons, de dollars ou euros du kilowattheure. Et vous voyez qu'un point important, et ça c'est un point à réfléchir pour la COP21, c'est qu'en fait, le poids du coût du capital, c'est-à-dire qu'en fait, si on arrive à réduire le capital, c'est-à-dire augmenter la confiance dans les installations, eh bien on s'aperçoit que le coût de l'électricité est de moins en moins pénalisé. Vous voyez que finalement, en fonction de la marge qui est faite, on peut moduler énormément. Mais point clé, le socle de base ici est un socle de base qui est très bas. En fait, ces socles de base sont prévus, tout ça, c'est des choses qui sont étudiées, discutées, mais vous voyez qu'il est prévu que d'ici 2050, finalement, ce photovoltaïque en cents de dollars atteigne des valeurs tout à fait compatibles avec la compétition vis-à-vis de toutes les énergies aujourd'hui fossiles en particulier. Le photovoltaïque est le domaine qui se développe le plus rapidement aujourd'hui. Vous voyez que le photovoltaïque a démarré fondamentalement à partir de 2006. Et vous voyez ici que finalement, alors qu'auparavant on pensait plutôt éolien, on voit que l'hydropower bouge mais peu, mais on voit le vent qui progresse énormément, qui est la source majeure actuellement, mais on voit le photovoltaïque se développer, et puis d'autres technologies, comme tout ce qui est les énergies marines, les marées, etc. Alors maintenant, juste un point sur les différentes technologies photovoltaïques. Alors je voulais surtout parler de la technologie au silicium. C'est une technologie qui représente, avec le silicium polycristallin ou monocristallin, environ 90% de la production annuelle. En fait, il existe également d'autres technologies qu'on appelle souvent de deuxième génération, qui sont des technologies de revêtement. Ici, une technologie à base d'un matériau qui n'est pas du silicium, qui est du CIGS, un composé à base de cuivre et de sélénium. Et on voit qu'en fait, il est déposé directement sur verre et que la cellule entière fait autour de quelques microns. Ce qui est intéressant, c'est de voir que les courbes que je vous ai montrées sur les rendements sont également valables pour toutes les technologies, c'est-à-dire que les rendements records progressent, et je voudrais montrer ici sur le rendement record sur cette filière CIGS, vient de dépasser, est à peu près à 21,7%. Regardez la courbe de progression due aussi à l'effort industriel sur une autre technologie qu'est le CDT, et ces deux technologies, d'ailleurs de couche mince, dépassent aujourd'hui le silicium polycristallin. Donc ça, c'est un point important, de montrer comment, finalement, de nouvelles technologies sont en train d'apparaître. Et voici la structure qu'on appelle en coupe transverse de ces cellules polycristallines. Vous voyez que c'est vraiment... il a fallu énormément d'ingéniosité, de travail, etc., pour arriver à maîtriser
ce type de structure polycristalline avec apparemment beaucoup de défauts, et ça fonctionne très bien. Alors, quel rendement théorique? Alors ça, c'est un autre point qui est important. J'ai un système énergétique, j'ai un moteur à explosion, je me dis quel rendement théorique je peux obtenir à partir du Soleil et des photons du Soleil en électricité. Là, il y a énormément de travaux. Finalement, c'est de la mécanique quantique. C'est des travaux qui sont faits pour essayer de comprendre l'origine des pertes dans les matériaux. Il y a un travail en particulier. En fait, les cellules actuelles, c'est presque la préhistoire. Elles ont deux niveaux d'énergie. Les électrons sautent d'un niveau à l'autre, et puis tous les photons qui ne sont pas assez énergétiques, ils traversent, ils ne sont pas collectés, et ceux qui sont trop énergétiques, finalement, ils sont collectés, mais ils redescendent au niveau du gap, donc ils perdent en thermalisation une partie de leur énergie. Et ça donne finalement, ça a été calculé par Shockley-Queisser dans les années 50, ça donne finalement un courbe en cloche en fonction de ce qu'on appelle le gap, qui sature à 33%. Donc les cellules actuelles basées sur les deux niveaux, elles sont vers ces 30-33%. Et elles y sont pas loin. Regardez, le silicium est à 25, l'arsenure de gallium est à 29. Par contre, on peut se dire, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus? Eh bien, si on collectait mieux les photons rouges ou mieux les photons verts, eh bien, on pourrait aller à une limite théorique de 85%. Pourquoi? Parce que la conversion est sur les bases thermodynamiques. Le Soleil est à la température de 6000 degrés C, la température ambiante 70 degrés C ou 50. 1 moins T2 sur 1, le rendement de Carnot nous dit que c'est autour de 95%. Donc c'est aussi un point essentiel dans la vision du développement de cette énergie, de voir que le potentiel pour la recherche n'est pas bloqué à 30%, mais il est plutôt autour d'une trentaine, d'une quarantaine ou d'une cinquantaine de pourcents dans l'avenir. Et comment faire ça? Eh bien, une façon assez simple, c'est de superposer les différentes cellules comme des filets à papillons. La première va prendre du bleu, la deuxième va prendre du vert, la troisième va prendre du rouge. Eh bien aujourd'hui, Soitec, qui était CEA avec le Fraunhofer-ISE, a obtenu sous concentration 46% de rendement. Donc ce n'est pas un rêve irréaliste, c'est une réalité aujourd'hui sur ces rendements. Mais ces cellules sont effectivement très chères, difficiles à préparer, etc. Dans la réalité, vers quoi s'oriente la communauté aujourd'hui? S'oriente vers le fait de faire des tandems. C'est-à-dire de prendre des cellules classiques, silicium ou CIGS en couche mince, et de mettre dessus une deuxième jonction, c'est pour ça qu'on l'appelle tandem, qui finalement permettrait de passer le rendement théorique de la cellule de 33% à 45%. Donc vous voyez qu'avec cette stratégie, il est possible a priori de prévoir que dans les années qui viennent, on puisse avoir des systèmes à 30% de rendement commerciaux, et c'est important. Par la suite, il y a des approches à beaucoup plus long terme dans lesquelles on peut imaginer des rendements supérieurs à 50% en utilisant d'autres mécanismes, la conversion de photons, des cellules à porteurs chauds, de la plasmonique. Il y a énormément d'excitation sur ces domaines, mais pour l'instant, la technologie qui est la plus sûre, la plus importante à développer, à mon avis, c'est les technologies tandem. Et ça commence, c'est-à-dire on voit apparaître des premiers travaux sur des couplages de ces perovskites dont tu as parlé tout à l'heure, qui se marient très bien avec le silicium et le CIGS, et c'est parti. Il y a d'autres choses, ce que j'appelais de la photonique, des changements on convertit le spectre solaire et on s'arrange pour prendre une bonne cellule et changer les caractéristiques, faire réémettre des photons. Donc en fait, on a de la photonique combinée à du photovoltaïque. Point clé, les matériaux et les coûts. Les matériaux et les procédés bas coût, c'est un point essentiel. Si les procédés sont chers, si les matériaux sont chers, il n'y aura pas de développement du photovoltaïque à grande échelle. Pour cela, je voudrais juste rappeler ma propre histoire, notre propre histoire personnelle. En fait, nous avons développé des méthodes chimiques. Ce qui nous intéressait, c'est de dire, peut-on faire des cellules solaires en utilisant des technologies du revêtement, comme des journaux, comme de l'imprimerie, comme de l'électrolyse? Eh bien, on a développé un projet qui a abouti finalement à la création d'une société en 2009, qui a aujourd'hui des difficultés. On espère que la technologie ne sera pas perdue. Et ils ont obtenu, en 2014, avec une technologie d'électrolyse, des modules à 14% de rendement, montrant que ces technologies de type imprimerie et tout peuvent être demain le cœur de développement encore plus massif du développement photovoltaïque. Alors, ce qui est extraordinaire aussi, c'est des cellules émergentes. Alors, en quelques années, vous avez sans doute beaucoup entendu parler de cellules photovoltaïques organiques, un peu c'est l'équivalent des OLED pour le photovoltaïque, des matériaux organiques, je dirais, vu d'un point de vue de physique du solide, etc., c'est plus du tout des matériaux classiques, c'est des matériaux carbonés, etc., faits à basse température, et regardez
Regardez la courbe de progression en quelques années. Donc le jeu dans ce domaine-là n'est pas fermé. Il y a encore des tas de choses qui peuvent se produire. Et vraiment, on a l'impression, avec ce matériau, il ressemble un peu à l'excitation qu'on a eue sur le graphène ou les nanotubes, etc. Il est fait de matériaux organiques principalement, et avec des rendements qui restent encore à stabiliser. Il y a énormément de travail, mais c'est pour montrer que le champ n'est pas fermé. Et puis, un des points maintenant, c'est que le photovoltaïque n'est pas cher, la société s'en empare, les inventeurs s'en emparent. Et ils s'en emparent pour faire quoi? De nouveaux systèmes, des nouvelles innovations, etc. Et ça, c'est un moteur de développement qui n'existait pas forcément dans d'autres domaines de l'énergie. C'est l'importance des innovations, les nouveaux systèmes. Vous avez tous entendu parler du Planète Solar. Là, c'est un concentré de photovoltaïque, stockage, etc. Une magnifique aventure. Il existe aussi cette magnifique aventure du Solar Impulse, l'avion solaire, qui l'eût cru. Ça, c'est des choses qui, finalement, sont en train d'anticiper le développement et qui peuvent, en quelques années, complètement modifier avec ce qu'on pourrait appeler du photovoltaïque autonome, etc. Vous voyez qu'ici, la dimension supplémentaire, c'est que le photovoltaïque est léger, et même ultra léger par rapport au photovoltaïque qu'on connaît aujourd'hui. On aurait pu se dire, mais finalement, quand on fait Paris-Brest, on voit sur la route, mais pourquoi elle est noire? Elle pourrait très bien être recouverte de panneaux. Eh bien, je dirais, des collègues l'ont fait. Aujourd'hui, il y a des exemplaires de route, ce sont des cellules solaires développées par le groupe Bouygues avec l'INES à Chambéry. Et puis finalement, on a parlé de points clés qui est le couplage PV-chimie. Faisons de la chimie avec du photovoltaïque. Et ce couplage, eh bien, il a un petit nom qu'on appelle Power to Gas, qui se développe en Allemagne, qui se développe aux États-Unis, qui se développe également en France. Et ce couplage est très important parce qu'il nous découple de la nécessité d'injecter directement l'électricité sur le réseau. Et à partir de ce moment-là, voici un exemple. Alors, le plus simple, c'est de coupler à des électrolyseurs, mais on voit se développer aujourd'hui des cellules qu'on appelle tandem, qui, sous éclairement, vont être capables spontanément de décomposer l'eau, faire de l'hydrogène et faire de l'oxygène pour prendre cette réaction-là. Et c'est pour moi un des éléments clés de l'évolution, et je partage l'avis précédent, de l'évolution, ce découplage avec le réseau et de pouvoir finalement accumuler l'énergie lors des moments où où elle est plus présente. Et puis finalement, il y a une chose, c'est de revenir à la légèreté. Ce qui caractérise une feuille d'arbre, c'est qu'elle est légère. Eh bien, les systèmes photovoltaïques en soi, au cœur, sont extrêmement légers. Et en fait, aujourd'hui, se développe tout un pan d'activité sur essayer de faire des cellules photovoltaïques sur des plastiques. Nous travaillons à l'IPVF également sur ces plastiques. Je peux vous montrer la nôtre, elle est un peu moins efficace, mais le poids est extrêmement léger. C'est sur des plastiques. Et vous voyez que les rendements obtenus sont autour de 20,4%. Point important. Ça ouvre nouveaux marchés, nouveaux domaines pour le photovoltaïque qui n'est pas uniquement sur des endroits fixes, sur des maisons, sur des routes, mais peut être déployé. Et ça, c'est un concept de photovoltaïque saisonnier. Et on pourrait imaginer qu'après la saison des blés, et ça c'est un avis personnel, on pourrait avoir une saison de l'hydrogène photovoltaïque. Et ça change la donne, parce que ça permet d'aller chercher des ressources énergétiques que nous n'aurions pas aussi facilement s'il fallait travailler sur des surfaces agricoles. Donc il n'y a pas de conflit d'espace avec l'agriculture, et donc on a une augmentation très grande du potentiel. Quelles sont les perspectives? Eh bien les perspectives, je vous ai montré un peu les Jeux Olympiques ici, de toutes les technologies solaires. Quand j'ai commencé mes recherches en thèse en 1978, regardez, mon horizon était là. Jamais j'aurais imaginé qu'environ 35 ans après, on soit là, 46%, toutes ces technologies. Où sera-t-on dans 10 ans? Où sera-t-on dans 20 ans? Où sera-t-on dans 50 ans? Et je pense que les choses sont encore très ouvertes et qu'il y aura pas mal de changements. Enfin, sur le plan de l'AIE, c'est-à-dire sur le plan vraiment des instances qui travaillent sur des feuilles de route consolidées, eh bien, on voit qu'aujourd'hui, l'AIE considère que le solaire, à la fois photovoltaïque et thermique, pourrait devenir la plus grande source d'électricité avant 2050. Et mon questionnement, c'est de se dire pourquoi ici ça stature, ici c'est 16% d'électricité photovoltaïque, 26%, eh bien, je pense qu'un scénario accéléré n'est pas complètement impossible. Il ne faut pas forcément le rejeter d'un revers de main, parce que jusqu'à présent, le photovoltaïque s'est toujours développé plus vite que ce qu'on pensait. Et donc, j'en conclurai que
il y a vraiment une source d'énergie majeure aujourd'hui et abondante pour la transition énergétique. Il y a un foisonnement des recherches et je crois que ce qui est important, c'est que les technologies ne s'opposent pas. Les technologies doivent être complémentaires, doivent se combiner, doivent s'hybrider. Ensuite, il y a une marge considérable de développement et je pense qu'il faudrait y compris favoriser l'accélération de l'utilisation d'énergie solaire. Très important également, les politiques volontaristes. Il n'y aurait pas eu de politique des États en Allemagne, puis en France, etc., avec des tarifs d'achat, il n'y aurait pas eu de développement photovoltaïque industriel, parce que c'est l'industrie qui a amorcé la baisse des choses. Et ensuite, l'importance des politiques volontaristes, pas simplement au niveau État, mais au niveau local, national, international. Et ensuite, le dernier point, c'est l'aspect essentiel de l'engagement des citoyens. À la différence d'autres énergies, le photovoltaïque est une énergie qui est très proche des personnes. Eh bien, on se retrouve dans une situation où il est extrêmement important que les citoyens s'engagent dans le développement d'énergie photovoltaïque et des énergies renouvelables en général, pour ne pas oublier les autres énergies qu'on a le droit de citer dans ce domaine-là également, comme le vent, les marées, etc. Merci beaucoup pour votre attention.